En plein milieu du mois d'août 94, les services secrets français ont fait un truc de dingue. Ils ont débarqué dans un pays étranger, tranquillou, ils ont drogué un homme, ils l'ont kidnappé, l'ont jeté dans un avion et l'ont ramené à la maison comme un colis Amazon. Sauf que le colis en question, c'est pas n'importe qui, c'était le terroriste le plus recherché de la planète depuis plus de 20 ans. Son nom, Ilich Ramirez Sanchez, qui était plus connu sous le nom de Carlos. Et la France avait vraiment de bonnes raisons d'aller le chercher. Avant de vous raconter comment on l'a piégé, il faut d'abord que vous compreniez à quel point ce mec était un fantôme. Parce que sinon, vous n'allez pas bien réaliser ce que les services secrets français ont réussi à faire. En réalité, Carlos, qui s'appelle donc Ilich Ramirez Sanchez, et oui, Ilich comme Vladimir Ilich Lénine. Il avait un papa, avocat communiste, vénézuélien, un peu trop fan de la révolution russe, qui lui a carrément donné le prénom de Lénine à la naissance. Autant vous dire que le gamin n'avait pas vraiment le choix de devenir tranquille comptable. Il grandit à Caracas, où il rejoint le parti communiste vénézuélien à seulement 10 ans. L'âge où la plupart des enfants collectionnent des cartes Panini, lui, il collectionne déjà des idées révolutionnaires. Ses parents finissent par divorcer et sa mère emmène le petit Ilich vivre à Londres. Le jeune Ilich grandit donc entre un père obsédé par la révolution au Venezuela et une capitale européenne bourgeoise, un mélange qui va forger un cocktail assez explosif. Il décide ensuite d'aller à Moscou pour étudier. Et c'est là, entre deux cours, qu'il tombe amoureux non pas d'une petite camarade russe, mais de la cause palestinienne. Il rejoint l'aile armée la plus dure du Front populaire pour la libération de la Palestine et devient, en quelques années, l'un des terroristes les plus actifs de son époque. Son premier attentat connu, c'est à Londres en 1973. Son coup le plus célèbre, en 1975, il dirige un commando qui va prendre en otage le siège de l'OPEP à Vienne, soit une 60aine de personnes. Et dans ces 60 personnes, 10 ministres du pétrole, rien que ça. Il s'envole ensuite vers l'Algérie où il libère tout le monde, avec quand même un bilan de 3 morts et la presse mondiale qui panique. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a pas encore parlé du coup, qui va vraiment le mettre sur la liste noire absolue des services de renseignement français. Alors pourquoi ça devient personnel entre la France et Carlos? Alors avant même 1975, Carlos avait déjà frappé la France une première fois. En 74, il fait exploser une bombe en plein Paris, boulevard Saint-Germain. Bilan 2 morts, 34 blessés. La France est déjà sur les dents. Mais à ce moment-là, personne ne sait vraiment encore qui se cache derrière ces attaques. Le 27 juin 1975, la DST, donc le contre-espionnage français, suit un informateur libanais du nom de Moukarbal. Ce Moukarbal va les mener jusqu'à un appartement discret, rue Toulier, en plein quartier latin. 2 semaines plus tard, un commissaire et 2 inspecteurs de la DST décident d'y retourner pour ce qu'ils pensent être une simple vérification de routine. Ils tombent sur une petite fête improvisée, des gens qui trinquent autour d'une guitare pour fêter un départ en vacances. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'un des invités, qui porte des lunettes noires teintées, n'apprécie pas du tout qu'on lui montre une photo de lui en train de rencontrer Moukarbal. Le ton monte, l'ambiance dérape complètement et l'homme aux lunettes teintées, qui n'est d'autre que Carlos, sort une arme et abat les 2 inspecteurs ainsi que l'informateur, tout ça de sang-froid. Et le plus fou dans tout ça, c'est que les policiers ne savaient même pas qu'ils avaient affaire au terroriste le plus recherché d'Europe. Ils venaient faire un simple contrôle, pas démanteler un réseau international. Ils ne s'attendaient clairement pas à repartir dans un sac mortuaire. À partir de ce jour-là, c'est plus une chasse aux terroristes pour la France, c'est une vengeance d'État. D'autant que Carlos ne s'arrête pas là. Dans les années qui suivent, il est lié à toute une série d'attentats sur le sol français, dont un attentat à la voiture piégée rue Marbeuf à Paris en 1982, qui fait 1 mort et plus de 60 blessés. Il est également impliqué dans l'explosion d'un train qui relie Paris à Toulouse la même année. Plusieurs personnes sont tuées. Ajoutez à ça des attaques contre des intérêts français un peu partout en Europe, et vous comprenez pourquoi la France ne veut plus jamais le lâcher. Il sera jugé par contumace en 92, donc sans être présent, et vu qu'il est toujours dans la nature, il est condamné à la prison à vie pour le triple meurtre de la rue Toulier. Évidemment, ça n'a pas arrêté les services de renseignement français, qui cherchent à retrouver Carlos par tous les moyens. Sauf que le problème, c'est que pendant toutes ces années, Carlos trouve refuge dans des pays qui n'ont clairement rien contre le fait d'héberger un terroriste international, tant que ça les arrange politiquement. La Syrie, la Libye, les pays de l'Est, donc il devient presque intouchable. Puis doucement, les choses vont changer, et ses protecteurs commencent à le laisser tomber les uns après les autres. Et c'est exactement là que l'histoire devient intéressante. Au bout de plusieurs années, Carlos commence à être persona non grata un peu partout dans le monde. C'est un hôte qui est pas toujours facile à accueillir et qui peut vous amener des problèmes. Donc il finit par se réfugier au Soudan, sous la protection d'un chef religieux fondamentaliste qui s'appelle Hassan al-Tourabi. Donc il s'installe à Khartoum, tranquillement, avec sa femme sous protection rapprochée. Le mec qui a semé toutes les polices occidentales pendant 20 ans espère enfin qu'il va être en sécurité en Afrique. En fait, et Carlos le sait sûrement, tous les services de renseignement du monde le suivent de près ou de loin. Le Mossad pour des raisons évidentes liées à la Palestine, la CIA qui suit les activistes communistes surtout quand ils posent des bombes, le KGB parce que c'est un peu la famille on va dire, et puis vous avez la DGSE et la DST qui veulent faire payer à Carlos les victimes françaises de ces attentats à Paris. Et c'est là que les services de renseignement français, donc la DST pour le contre-espionnage et la DGSE pour le renseignement extérieur, prennent le relais. Ils ont une information qui va leur permettre de passer à l'action. Leur méthode pour convaincre le Soudan de coopérer, c'est assez simple. Ni menace ni argent liquide, du matériel. Ce qu'ils veulent, c'est des équipements de communication et des photos satellites pour les aider à surveiller leurs propres ennemis. Ils veulent également redorer leur image auprès de la communauté internationale,
Donc c'est un deal donnant-donnant, version service secret. Pendant qu'on deal avec les Soudanais, à Khartoum même, un officier français du nom de Philippe Rondeau observe Carlos en personne, parfois assis à quelques tables de lui, dans les lieux publics, mais il est sous la protection de la police soudanaise. Rondeau suit Carlos depuis plus de 10 ans. Il le connaît par cœur. Il sait ce qu'il aime faire, et notamment la fête, boire et danser. Autrement dit, pendant des mois, Carlos croise littéralement ses futurs kidnappeurs au restaurant, sûrement sans le savoir. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment ils ont fait pour kidnapper Carlos. Ils apprennent que Carlos, à cette époque, veut un enfant avec sa nouvelle femme. Sauf qu'il a un souci de fertilité. Alors il doit se faire hospitaliser à Khartoum, début août 94. C'est pour une petite opération assez intime. Le service français se dit, c'est une occasion en or. Il monte l'opération avec l'aval des autorités soudanaises. Le 13 août, au lendemain de son opération, un policier soudanais vient prévenir Carlos qu'il existerait un complot pour l'assassiner. Une escorte de l'armée le transfère, lui et ses gardes du corps, vers une villa près du domicile d'Hassan al-Tourabi, soi-disant pour le protéger. Et là, on arrive dans la nuit du 14 août 94. Il est 3 heures du matin, Carlos dort encore, probablement toujours dans le coltard à cause de son opération, quand plusieurs hommes surgissent dans la pièce et le plaquent sur le lit. Ils lui passent les menottes aux mains et aux pieds, et un médecin, un vrai cette fois, pas pour une opération de fertilité, l'endort avec des tranquillisants. Il est ensuite transporté, inconscient, jusqu'à un jet privé qui décolle en direction de Paris. 20 ans de cavale, un empire de terreur nationale, et c'est un homme à peine remis d'une opération très intime, et toujours dans les vapes, qui atterrit sur le tarmac français. C'est pas franchement le retour glorieux qu'il avait imaginé. La planète entière apprend que la France vient de capturer et kidnapper Carlos, l'un des terroristes les plus dangereux au monde, et l'a extradé, un peu de force, on va dire, vers la France. Sur le papier, tout le monde y gagne. La France récupère son homme le plus recherché et va le soumettre à la justice, et les Soudans peut dire au monde entier, regardez, on est les gentils maintenant. Carlos, lui, sera condamné à la prison à vie en 97, puis une deuxième fois en 2011, pour d'autres attentats commis en France dans les années 80. 20 ans de cavale, résumés en 2 condamnations à perpétuité. Est-ce que ce mode opératoire vous rappelle vaguement quelque chose? C'est normal. C'est dater discrètement une cible, le faire sortir clandestinement d'un pays qui n'a aucun traité d'extradition, direction un avion, sans procès, sans négociation publique. C'est très exactement la méthode qu'a utilisée le Mossad en 1960 pour capturer Adolf Eichmann en Argentine, l'un des principaux organisateurs de la Shoah. Là aussi, un homme protégé qui ne veut pas le livrer officiellement. Là aussi, une équipe qui observe, patiente, prépare son coup pendant des mois. Et là aussi, une exfiltration façon kidnapping, un homme drogué, calé dans un avion, direction un procès dans le pays qu'il traque depuis des années. 34 ans séparent ces 2 opérations. 2 services secrets différents, 2 motivations différentes. Mais la même leçon, apparemment intemporelle chez les services de renseignement. Quand la loi internationale ne vous laisse aucune porte de sortie légale, vous n'attendez pas qu'on vous l'ouvre. Vous la forcez discrètement avec une seringue plutôt qu'un fusil. Cette histoire vous a plu? J'ai une autre affaire d'espionnage, encore plus folle que je raconte dans la vidéo ci-dessous. Et celle-là, presque personne n'en a parlé. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires comme ça et dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que ce genre de coup sera encore possible aujourd'hui?